Salut! Ne faites pas comme le chien qui parle le grec. Ne vous enfuyez pas à la lecture de l'ordre du jour. Aujourd'hui, on attaque une série de 2 vidéos concernant le bruit et le rapport signal-bruit. C'est parti! Alors le bruit et le rapport signal-bruit sont 2 notions auxquelles sont confrontés à peu près tous les techniciens, ingénieurs, amateurs, tous ceux qui travaillent ou qui font des montages dans l'électronique sont tôt ou tard confrontés au phénomène de bruit. Alors, soit parce qu'ils souhaitent faire des mesures, soit parce qu'ils souhaitent éliminer le dit bruit. Or, le bruit présente à bien des égards et sous bien des aspects des notions parfaitement contre-intuitives, ce qui est souvent le cas en physique. Alors en termes de définition, comme vous voyez ici, le bruit, ça n'est ni plus ni moins que l'injection d'un signal ou d'une énergie qui vient perturber en s'additionnant sous des critères plus ou moins différents, avec un signal, soit un signal dans le cadre de la reproduction, soit dans le cadre de la réception de signaux, ce qui est le cas de la radio. Alors bien sûr, il existe de nombreuses sources de bruit, et on peut distinguer essentiellement 2 sortes de bruits, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire des bruits internes et des bruits externes. Alors les bruits externes, c'est des bruits qui arrivent de l'extérieur, comme son nom l'indique, à l'intérieur des montages, à l'intérieur des systèmes. Il faut savoir que dans la nature, tout est bruité. On est entouré de bruits d'origine naturelle et de bruits d'origine industrielle. Alors tous les bruits qui sont extérieurs au montage, il existe des manières plus ou moins efficaces de s'en prémunir en faisant des blindages ou par exemple, au cas particulier par exemple des ronflements, en exerçant des bonnes pratiques et des bonnes règles de routage. Par contre les bruits internes, c'est des bruits intrinsèques au système et là on ne peut pas s'en affranchir facilement sauf à soigner particulièrement le montage et en ayant des éléments peu bruités. Concernant ces bruits internes et externes, il y a un grand nombre de variétés de bruit. Je n'ai pas fait la liste exhaustive de toutes les sources de bruit internes et externes, mais je vais vous donner un rapide aperçu de ce qui peut exister et de ce qui peut être le plus ou moins gênant. Alors concernant les bruits externes, ce sont des bruits qui, comme leur nom l'indique, arrivent de l'extérieur et viennent entrer à l'intérieur du montage parce que soit il est mal blindé ou soit il est mal conçu. Dans ces sources-là, il y a des sources atmosphériques. Alors les sources atmosphériques gênent beaucoup les transmissions radio, au même titre que les bruits dits extraterrestres. Alors les bruits extraterrestres n'ont rigoureusement rien à voir, je vous rassure, avec éventuelle émission de signaux radio d'une intelligence extraterrestre. C'est essentiellement regroupé en 2 catégories, les bruits solaires, les éruptions solaires, mais aussi le bruit cosmique qui peut gêner les communications radio. Et enfin, nous avons les bruits industriels, et les bruits industriels sont pratiquement ce qui est le plus gênant pour nous, parce qu'on est baigné dans l'environnement industriel, que ce soit en ville ou même en zone rurale, et ça c'est de nature à venir perturber les montages de manière plus ou moins importante. Et concernant les bruits internes, il y a plusieurs types de bruits, du bruit thermique, je vais y revenir, du bruit de grenaille, ça concerne les semi-conducteurs, au même titre que le bruit de scintillation. Alors un bruit que je vous rajoute ici dans les bruits externes, ce sont les ronflements classiques que vous pouvez avoir dans un amplificateur, qui ne sont pas du tout un bruit interne, même si ça se produit à l'intérieur de l'équipement, mais c'est quelque chose qui provient de l'alimentation, qui est mal routé, et qui finalement va venir perturber l'équipement. Le seul moyen de s'en prémunir, c'est d'appliquer des bonnes règles de routage, d'écartement des équipements, etc., etc. Ce que l'on a vu, on ne va pas refaire l'histoire. Alors les bruits atmosphériques influencent beaucoup les communications, surtout en ondes courtes. Ceux qui ont l'habitude de recevoir les ondes courtes, ils savent quand il y a des éclairs, etc., que les bruits atmosphériques sont de nature à à recevoir des parasites. Les bruits extraterrestres, comme je le disais, c'est les éruptions solaires qui peuvent être absolument désastreuses, comme ça s'est produit au Canada. Et enfin, le bruit cosmique qui évolue, on va dire, qui peut gêner les coms entre 8 mégas et 1,5 giga. Et ça touche surtout les gens qui vont travailler dans les radiocoms, ce qui est mon cas, où moi je travaille plutôt sur des fréquences qui vont entre, on va dire, 400 mégas et 5 ou 6 gigas. Et là, on peut avoir des perturbations liées au bruit cosmique. Alors les bruits industriels, en revanche, ça c'est un gros problème parce qu'on est baigné à l'intérieur et on peut dire qu'aujourd'hui, de nos jours, le spectre des bruits industriels va de 1, même un peu inférieur,
à 1,5 giga, et ça peut arriver avec des forces suffisantes, avec des niveaux, on va dire, suffisants pour être de nature à perturber les équipements. Les bruits thermiques, je vais y revenir dans quelques minutes, c'est lié essentiellement aux résistances. Quant aux bruits de grenaille et de scintillation, c'est des bruits qui sont présents dans les semi-conducteurs par leur construction même, et les tubes, puisqu'on est sur un canal qui traitons de tubes, ne sont pas non plus, bien sûr, exempts de bruit, même si la nature des bruits qu'il y a dans les tubes ne sont pas exactement identiques, on va dire, ou du moins à tout le moins dans leur nature, au bruit qu'il y a dans les étages à l'état solide. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a moins de bruit dans les tubes. Le bruit thermique. Alors la caractéristique du bruit thermique, c'est un bruit qui, comme son nom l'indique, d'une certaine manière, est présente dans toutes les résistances, on va y revenir puisque j'ai des slides dédiés à cette partie-là, et qui sont liés à l'agitation thermique des électrons à l'intérieur des conducteurs. Il faut savoir que toute résistance émet du bruit, et cela dépend de deux critères, de la température et de la valeur de la résistance. Le bruit de grenaille, c'est un bruit qui est présent dans les sources électroniques et dans les semi-conducteurs en général, et qui est lié à l'émission discrète des porteurs de charge. Quant au bruit de scintillation, c'est un bruit à variation lente, qui est un bruit dit en E sur F, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir que la densité, ce qu'on appelle la densité spectrale de bruit, diminue en fonction de la fréquence. Plus la fréquence est élevée, moins on a de bruit sur du bruit de scintillation. Et ça, c'est lié à l'inhomogénéité de réalisation des composants eux-mêmes. Alors, il faut savoir que ce bruit-là est faible pour les transistors bipolaires et devient négligeable pour les transistors à effet de champ et leurs dérivés. Alors, il faut savoir que c'est aussi présent dans les résistances au carbone, qui sont les résistances historiquement dans les montages à tubes, puisqu'ici on parle quand même de tubes, même si cette vidéo est généraliste. Et je vous passe le message, vous verrez beaucoup de concepteurs qui vantent l'avantage et les vertus de la résistance au carbone. La résistance au carbone est une relique du passé et elle est non seulement sensible au bruit thermique, mais aussi au bruit de scintillation. Alors passons maintenant à la notion de rapport signal-bruit ou signal sur un bruit. Alors ce que je vous ai représenté ici, c'est la représentation spectrale d'un signal à 2,2 kg, si mes souvenirs sont bons, avec un certain niveau de plancher de bruit. Alors qu'est-ce que c'est que le rapport signal-bruit? Ça n'est ni plus ni moins que, on va imaginer ici un signal, d'accord, réputé sans bruit, une source de bruit qui peut être, et qui est généralement un ampli, mais on verra que ça peut être aussi un simple atténuateur. Et en sortie de ça, on va avoir du signal plus du bruit, ce que vous voyez ici, voilà, on a du signal plus du bruit qui sont mélangés. Alors attention au signe plus que j'ai mis, la somme des signaux corrélés et non corrélés ne s'additionne pas de manière algébrique. Mais bon, c'est pas le sujet, ça c'est quelque chose de symbolique. Alors si on regarde ça de manière spectrale, c'est ce que l'on voyait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le rapport signal-bruit? Dans un premier temps, c'est qu'on peut dire que c'est le rapport entre le niveau du signal ici et le niveau du bruit qui est représenté ici par un plancher de bruit. Mais attention, il y a quelques subtilités et on va voir pourquoi ça n'est pas si simple qu'il apparaît sur ce diagramme. Alors on va imaginer maintenant que l'on a un ampli, ici c'est le cas, j'ai un amplificateur, sur lequel je viens court-circuiter l'entrée. C'est-à-dire que rien n'entre dans cet équipement. Donc en conséquence, ce qui va sortir de cet équipement, puisqu'on ne le sollicite pas, cet ampli, avec une entrée, on va imaginer qu'on est parfaitement en court-circuit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui arrive de l'extérieur, qu'il est blindé, on va avoir du bruit. Et ce bruit, il est lié à la scintillation, au bruit thermique, au bruit de grenaille, et tous les bruits internes qui sont à l'intérieur de cet équipement et qui viennent s'additionner entre eux et donner un certain niveau de bruit en l'absence de signal en entrée. Alors on pourrait se dire, pour faire cette mesure, on pourrait tout à fait imaginer brancher simplement un voltmètre ici et relever le niveau, la valeur efficace du bruit qui est représenté ici. Alors il faut savoir que cette mesure existe, je l'ai pratiquée pendant des années exactement avec un voltmètre en valeur efficace vraie, quand je travaillais sur des récepteurs en bande étroite, et ensuite on vient ouvrir cet équipement, on vient injecter ici un signal sinusoïdal, et naturellement ce que l'on va avoir en sortie, ce qui apparaît ici, c'est le signal plus le bruit, et dans ces cas-là, rien ne nous interdit maintenant de venir relever le bruit plus le signal, et tout simplement de faire le rapport entre ces deux valeurs, ici, ce qui va nous donner un nombre sans dimension, puisque ici on va recevoir d'un côté le signal plus le bruit, dans la deuxième mesure, et la première mesure uniquement le bruit
à la sortie de l'équipement. Alors il faut savoir que si cette mesure est possible, pour l'avoir pratiquée pendant des années, c'est une mesure qui est parfaitement imprécise et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'elle soit pratiquée avec un scope ou avec un voltomètre RMS, elle est imprécise parce que le bruit est à un spectre large bande. Posez maintenant d'observer à l'oscilloscope à la fois le signal et le bruit et on va regarder les conséquences de bruiter un signal. Alors pour ce faire, on va utiliser cette petite table de mixage qui est celle-là d'ailleurs, qui est la table que j'utilise pour enregistrer le son de mes vidéos. Et on va voir ce qui se passe. Alors sur une voie, je vais venir rentrer ici le signal sinusoïdal sur cette table. Et de l'autre côté, je rentrerai le bruit blanc que j'ai fait avec un petit générateur, avec un transistor et un amplificateur opérationnel. Et grâce à la balance qui est ici, sur cette table, je vais pouvoir donc injecter le bruit d'une voie sur l'autre et mélanger l'ensemble. Alors l'objet n'est pas de faire une mesure de rapport signal-bruit dans les règles de l'art, mais de regarder les conséquences dans un premier temps et les spectres d'un signal bruité. Et évidemment, quand on va jouer sur la balance, eh bien, on va obtenir ce que vous voyez apparaître ici, c'est-à-dire un signal dont je vais pouvoir bruiter, finalement de régler le niveau de rapport signal-bruit. Je vais vous proposer maintenant de faire quelques mesures avec l'oscilloscope et la table de mixage comme on l'a vu dans le transparent précédent. Alors on va utiliser ce petit oscilloscope USB qui est ici, qui a le mérite d'exister, qui n'est pas un foudre de guerre, loin de là, mais qui pour des mesures en audio convient très bien et surtout qui présente l'avantage de parfaitement intégrer les traces en vidéo. Alors sur la voie 1, j'injecte le signal périodique sinusoïdal, en l'occurrence c'est un signal qui est généré par ce même oscilloscope avec un générateur qui est tout aussi faiblard que l'oscilloscope lui-même, mais qui, on va le voir, n'est pas gênant dans les mesures. Alors dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est que l'on va regarder le spectre de ce signal supposé sans bruit. On voit ici qu'il y en a un grand nombre de petites harmoniques ici qui sont liées à la faible qualité en fait du générateur. On va pas s'occuper de ça puisque cette vidéo n'appelle pas à analyser la distorsion, mais surtout de regarder le comportement et le relevé des planchers de bruit. Donc naturellement ici, on a une porteuse, on a une fondamentale, ça c'est un vieux réflexe de radio, on a une fondamentale à 1000 Hz. Alors on va maintenant regarder le comportement uniquement du bruit, d'abord dans le domaine temporel. Alors première remarque, ce que l'on a ici, c'est qu'on voit qu'ici on n'est pas sur un signal périodique, on est sur un signal qui est aléatoire. En réalité, c'est pas parce qu'il est aléatoire qu'il n'est pas prédictif avec un certain niveau, on va dire, de confiance. Mais néanmoins, on peut tirer une première conclusion ici, c'est que ce signal, sa valeur moyenne est nulle, parce qu'on imagine aisément qu'on a autant de points dans cette courbe, dans la partie positive que négative, et classiquement, au même titre que ce que l'on a sur un signal périodique de type sinusoïdal, eh bien la valeur moyenne ici est nulle. La valeur moyenne de ce signal est nulle. Pour autant, la valeur RMS est plus difficile à calculer parce que, évidemment, elle n'est pas périodique. Alors on va maintenant regarder le spectre de ce signal-là. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que le spectre d'un bruit, en fait, c'est un bruit blanc ou supposé comme tel, il est constant sur l'ensemble de la bande. En l'occurrence, là, je travaille sur une bande qui va jusqu'à à peu près 20 kHz, qui correspond à la bande audio. Donc sur la bande audio, j'ai l'intégralité du spectre, et on voit que ce spectre est constant. Alors qu'est-ce qui va se passer si j'augmente la valeur du bruit? Alors ici, bien sûr, j'ai fait varier la valeur RMS, on le voit d'ailleurs, puisque ici le système me donne une valeur RMS de 1,43 volts. Et si je passe en analyse spectrale, on voit qu'en faisant varier le niveau, je fais simplement varier le niveau ici du plancher de bruit. Si vous observez ici la valeur RMS, je ne change pas la nature évidemment du spectre, mais je fais varier le plancher de bruit. On va regarder qu'est-ce qui va se passer maintenant si j'injecte ce signal bruité et que je le mélange avec mon signal d'origine. On va retourner sur le scope. Donc ici j'ai mes deux signaux et on va les mélanger. Et on va commencer à bruiter donc le signal sinusoïdal. Alors qu'est-ce qui se passe si on regarde ça à l'analyseur de spectre? Vous voyez, en faisant varier le bruit, je fais varier le plancher de bruit, en fait. D'ailleurs, entre parenthèses, au bout d'un moment, je noie les harmoniques, notamment de la distorsion, à l'intérieur du bruit. Ça ne veut pas dire que le bruit est une solution pour s'affranchir de la distorsion. Et le rapport signal-bruit, c'est simplement le rapport entre cette valeur-là, ici,
et la valeur qui est là. Ici, c'est ça qui nous donne cette valeur-là. On va maintenant observer à peu près la même chose avec un signal triangulaire. Alors pourquoi avec un signal triangulaire? Parce que si on regarde à l'analyseur de spectre un signal triangulaire, on voit qu'il y a un certain nombre d'harmoniques qui sont liées à la décomposition en série de Fourier de ce signal triangulaire et qui caractérisent typiquement un signal triangulaire. Si j'augmente le bruit sur ce signal-là, et qu'on regarde ça à l'analyseur de spectre, on voit qu'on a monté le plancher de bruit, mais qu'on a perdu ici de l'information. Ici, on a une perte d'information. Pourquoi? Parce qu'on perd évidemment des harmoniques. Et évidemment, si maintenant on vient regarder ce signal qui est fortement bruité ici, et qu'on vient le regarder à l'analyseur de spectre, évidemment, là, même si cette EFFT, c'est pas un foudre de hire quand même, mais on constate qu'on a noyé effectivement dans le bruit toutes les harmoniques. Et ça va avoir une conséquence, par exemple, si on est sur des modulations, parce que au bout d'un moment, les systèmes ne peuvent plus arriver à décoder typiquement dans des modulations, correctement les modulations, parce que le rapport signal-bruit est trop mauvais. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Comme vous le voyez ici, l'oscilloscope n'est pas l'outil véritablement adapté à faire une mesure de rapport signal sur bruit. Parce que vous comprenez aisément que extraire la valeur efficace de ce signal-là, c'est pas évident, même si le système nous donne des valeurs, je ne sais pas si on peut vraiment se fier à ça, surtout sur un équipement de ce prix-là. Et d'autre part, envisager de mesurer, vous voyez ici, la valeur efficace du bruit qui est venue se superposer à la fondamentale, c'est carrément impossible avec un oscilloscope. Le seul moyen, c'est de venir en regarder le spectre. Alors suite à ces observations, faute d'avoir été des vraies mesures, on peut d'ores et déjà tirer un certain nombre de conclusions, mais il est plus aisé de voir la conséquence du bruit en temporel sur un oscilloscope analogique, ce que j'ai fait sur la photo que vous voyez ici, qui est celle de mon vieil AMEG, parce que on voit mieux ce que l'on appelle la distribution qui va apparaître. Si j'agrandis cela, comme vous le voyez apparaître ici, eh bien vous voyez des bandes plus ou moins colorées, on va dire ce qu'on appelle un gradient de couleur, que je vais vous montrer sous la forme de bandes plus ou moins foncées. Alors le fait que l'on ait des bandes plus ou moins foncées, ce que vous voyez ici apparaître ici, c'est lié au fait qu'il y a moins de points dans la courbe à certains endroits qu'à d'autres. Évidemment, on observe ça en fonction du temps. Et ça correspond à ce que l'on appelle en statistique une distribution. Cette distribution va distribuer, on va dire, les points caractéristiques du signal sous la forme de cette fameuse courbe en cloche, que l'on appelle une loi normale, parce qu'en l'occurrence, il s'agit pour le coup d'un bruit blanc, c'est-à-dire d'un bruit large bande. Et l'on va regarder ça pour l'instant, essayer de comprendre ce que l'on a vu à l'oscilloscope. Alors il faut savoir qu'un oscilloscope observe toujours un phénomène en fonction du temps. C'est un outil qui ne permet de voir que des événements temporels, c'est-à-dire des variations d'événements au travers du temps. Alors quand il s'agit d'un signal périodique, ce qui est le cas d'un signal sinusoïdal, on peut se limiter à l'observation sur une seule période. Le problème, c'est qu'avec le bruit, on a un signal dit aléatoire. Alors, il est aléatoire au sens où il n'est pas périodique, si j'ose dire, mais ça ne signifie pas, et c'est là qu'il y a quelque chose d'important à comprendre au sens large en physique, ça n'est pas parce qu'un système est aléatoire, ou qu'un signal est aléatoire, qu'il n'en est pas moins prédictif. La seule chose, c'est qu'il ne va pas répondre très exactement aux mêmes formules qu'un signal périodique. Il va s'exprimer de manière statistique et avec des probabilités. C'est ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo. Alors cette distribution, si l'on vient maintenant regarder ça dans le domaine temporel et que j'agrandis ce que vous voyez ici, la base de temps, alors ça je l'ai tracé sous Audacity, qui est un logiciel audio numérique. Et si l'on regarde et qu'on agrandit cette base de temps, on voit que la constitution finalement de ce bruit, ce que vous voyez ici, est constituée d'un grand nombre de points de mesure, on va dire, ce qu'a relevé le scope, ce sont des points de mesure qui apparaissent comme étant aléatoires. Alors, dans la réalité des faits, ils répondent, comme je vous le dis, à cette loi, et on verra qu'il y a des zones probables et non probables. À chaque instant T, on peut déterminer une probabilité, un pourcentage de chance
d'avoir un échantillon ou un point de mesure comprise à l'intérieur de cette courbe-là. Et c'est à partir de là que l'on pourra définir la valeur efficace du bruit et même en déduire ce que l'on verra, c'est-à-dire la densité spectrale de bruit qui vous est donnée d'ailleurs souvent par les oscilloscopes, par les analyseurs de spectre. Pardon. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vous propose pour l'instant que l'on s'arrête sur l'image de cette courbe en cloche. La prochaine vidéo, on verra comment c'est structuré, comment calculer à partir des valeurs crêtes la valeur efficace du bruit, et surtout on verra quelles sont les limitations des mesures avec un oscilloscope. Je précise que pour un amateur, idéalement, si on veut vraiment faire une mesure de rapport signal-bruit et qu'on n'est pas correctement outillé, surtout pour relever des faibles niveaux, il est plus expédient d'utiliser un logiciel comme Ryu ou de faire encore des mesures avec un distorsiomètre. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.